Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez particulier qui nous a été soumis. Il est intitulé «Le contrôle de la matrice et la libération spirituelle». On a là, en gros, une sorte de carte d'une réalité alternative, avec ses propres règles, ses propres acteurs. Notre mission, ça va être d'essayer de suivre cette carte ensemble, de voir où elle nous mène, même dans ses recoins les plus étranges. L'objectif, on le précise, n'est pas d'y croire, mais bien de comprendre la vision du monde qu'elle propose. On va donc décortiquer cette fameuse matrice. C'est quoi exactement? Qui tire les ficelles, selon ce texte? Comment ce système de contrôle fonctionnerait-il? Et surtout, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Quel est le chemin de libération qui est dessiné? Le point de départ est pour le moins audacieux. L'idée que notre réalité serait un programme conçu pour voler notre énergie vitale. Matrice. Alors, c'est le concept central. Dans ce texte, la matrice, ce n'est pas juste une métaphore, non. C'est décrit comme un système de contrôle très concret, presque une structure énergétique. Son but unique, sa raison d'être, ce serait de détourner l'énergie de certains êtres pour en nourrir d'autres. On nous présente d'emblée une cosmologie basée sur une sorte d'économie énergétique, un parasitisme à l'échelle cosmique, quoi. L'énergie des uns serait le carburant des autres. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que la cible, ce n'est pas l'humanité en général. Le texte opère une scission, une vraie scission au sein même de notre espèce. Ce n'est pas juste une allégorie sur le bien et le mal, ça va beaucoup plus loin. On parle presque de deux espèces différentes qui cohabitent. Exactement. Et ça, c'est un point fondamental pour comprendre toute la logique. Le texte postule qu'il y a d'un côté les fils de Dieu. Ils sont décrits comme des âmes anciennes, directement issues de ce que le texte appelle la source divine. Ce sont eux la cible, car ils posséderaient une énergie originelle pure, une sorte de connexion directe à la source qui est extrêmement convoitée. D'accord. Et de l'autre côté? De l'autre côté, il y aurait les fils du diable. La description est précise. Ils ne seraient pas des êtres issus de cette source divine, mais des créations d'entités extraterrestres, les Anunnaki. Et ces Anunnaki seraient eux-mêmes sous l'influence d'êtres encore plus, disons, obscurs, les archontes. On a donc toute une hiérarchie de contrôle, tu vois. Dans ce système, le rôle des fils du diable serait de servir d'agents, conscients ou non, pour maintenir la matrice en place et aider à la récolte d'énergie. Donc, ce n'est pas un seul grand méchant, mais toute une structure pyramidale de contrôle qui descend jusqu'à infiltrer l'humanité elle-même. Si on résume l'objectif de cette matrice, c'est... Maintenir les fils de Dieu dans l'ignorance pour pouvoir les cultiver. Un peu comme du bétail énergétique. C'est une vision assez sombre. C'est une vision très sombre, oui, qui présente notre monde non pas comme un lieu d'évolution, mais comme une ferme. Et le système est conçu pour être parfaitement auto-entretenu par ceux-là même qui sont exploités. D'accord, le décor est planté, une prison énergétique, et les prisonniers ignorent qui le sont. La question qui vient tout de suite, c'est comment ça marche au quotidien? Comment un contrôle aussi total pourrait-il être mis en place sans que personne s'en rende compte? Quelles seraient les méthodes concrètes? L'argumentaire repose sur deux stratégies principales qui s'emboîtent parfaitement. La première, la plus directe, c'est l'extraction d'énergie par les émotions. Le texte avance une idée assez radicale. Les émotions négatives de basse fréquence, la peur, le stress, l'anxiété et la colère, mais aussi toutes les formes de dépendance, ne seraient pas des accidents de la vie. Elles seraient délibérément provoquées par le système. Attends, ça c'est un point clé. Donc le stress qu'on peut ressentir au travail, l'angoisse face à l'avenir, la peur dans les médias, ce ne serait pas juste une conséquence de nos vies modernes, mais le produit que le système cherche à nous faire fabriquer. C'est une inversion complète de la perspective. La peur n'est plus une réaction, c'est une ressource. C'est exactement ça le changement de paradigme. Ces émotions seraient le carburant brut, la nourriture que la matrice récolte en permanence. Chaque fois qu'on entre dans ces états, on alimenterait le système. C'est pour ça que la société, telle que décrite ici, serait structurée pour maximiser la production de ces émotions. Compétition, précarité, conflit. Et la deuxième stratégie? Parce que si on vit constamment dans la peur, on finirait bien par chercher une issue, non? C'est là qu'intervient la deuxième stratégie beaucoup plus subtile, la manipulation de la perception. L'idée, c'est que le système le plus efficace, ce n'est pas celui avec les chaînes les plus solides, c'est celui où les prisonniers ne savent même pas qu'ils sont en prison.
Le texte avance que la matrice nous donne une illusion de liberté totale. On croit faire nos propres choix, avoir notre libre arbitre, alors qu'en réalité, on se déplacerait à l'intérieur de chemins prétracés, de scénarios conçus pour nous maintenir productifs en termes d'énergie. C'est le concept de l'esclave heureux, en somme. On nous donne un sentiment de contrôle sur nos vies, le choix entre différentes marques, différents candidats, différentes carrières, mais tous ces choix se situeraient à l'intérieur des murs de la prison. Cette illusion serait la clé de voûte pour que les gens participent volontairement à leur propre exploitation. Précisément, l'illusion de liberté est ce qui assure la stabilité du système. Si les gens se sentaient ouvertement esclaves, ils se révolteraient. Mais s'ils se croient libres, eh ben, ils défendent eux-mêmes les barreaux de leur cage, en pensant défendre leur mode de vie. D'accord? Le tableau est incroyablement sombre. Un système de contrôle total basé sur nos pires émotions est masqué par une illusion de liberté. La question logique, c'est est-ce que le texte s'arrête là, sur ce constat terrible, ou est-ce qu'il propose une porte de sortie? Oui, et c'est même le cœur du message. La description de la prison ne sert qu'à introduire le plan d'évasion. Le texte insiste sur le fait que la libération n'est pas seulement possible, elle est l'objectif ultime. C'est un processus très actif, décomposé en plusieurs étapes. La toute première, la plus critique, c'est la prise de conscience. L'éveil. Le moment, le personnage dans le film se rend compte que le décor est en carton-pâte. C'est ça. Reconnaître l'existence de la matrice, comprendre ses mécanismes, voir comment on y participe soi-même au quotidien. Sans ce premier pas, rien n'est possible, car on ne peut pas se libérer d'une prison qu'on ne sait pas exister. C'est le Red Pill Moment, pour utiliser une référence culturelle bien connue. Une fois qu'on a pris conscience, quelle est la suite? On fait quoi? La deuxième étape, c'est la maîtrise de son énergie. Si on a compris que notre énergie émotionnelle est la ressource pillée, la suite logique est d'apprendre à fermer le robinet. Ça signifie, selon le texte, une discipline de tous les instants pour ne plus se laisser emporter par les émotions négatives. C'est apprendre activement à protéger son énergie, à ne plus la donner et à la rediriger consciemment vers soi. Ça semble incroyablement difficile à mettre en pratique dans le monde actuel. C'est présenté comme le principal défi, oui. Et ça mène à la troisième étape, le détachement matériel. L'argument est que les attachements excessifs au monde matériel, la carrière, l'argent, le statut, les possessions, sont des ancres. Des ancres qui nous maintiennent connectés aux basses fréquences de la matrice. Ils nous forcent à jouer le jeu, à rester dans la compétition, le stress, donc à produire l'énergie que le système attend. Quand le texte parle de détachement, ça implique quoi concrètement? Il faut tout plaquer, aller vivre dans les bois ou c'est un changement plus intérieur? C'est une excellente question. Le texte suggère que c'est avant tout un changement de priorité intérieure. Il ne s'agit pas forcément de renoncer à tout, mais de ne plus faire de la réussite matérielle le but de sa vie. C'est cesser de chercher sa valeur et sa sécurité dans des choses extérieures pour la trouver à l'intérieur de soi. Le but, c'est de se concentrer sur la seule chose qui, dans cette cosmologie, est considérée comme réelle et éternelle, son évolution spirituelle. Et cette évolution, quel est son but ultime? Pourquoi c'est si crucial de se libérer? C'est juste pour se sentir mieux ou il y a un enjeu cosmique derrière? L'enjeu est entièrement cosmique. Le bien-être personnel n'est qu'une conséquence, pas le but final. Le texte donne 3 raisons principales. La première est de se préparer pour le retour dans l'incréé. C'est un concept un peu complexe, mais ça désigne un retour à l'état originel, à la source divine, en dehors de la réalité matérielle de la matrice. S'échapper de la simulation pour retourner au vrai monde, en quelque sorte? C'est l'idée. La deuxième raison, c'est de conserver son énergie vitale pour retrouver son Merkaba. Dans certaines traditions ésotériques, la Merkaba, c'est un véhicule de lumière, un corps énergétique qui permettrait de voyager entre les dimensions. Un véhicule de lumière. Le texte donne une idée de ce que ça représente? C'est une métaphore où on parle vraiment d'une sorte de vaisseau spatial spirituel? Le texte reste assez allusif, mais il penche vers l'idée d'un corps énergétique concret. L'argument, c'est que le drainage constant de notre énergie nous maintient cloués au sol, incapables d'activer ce véhicule. Récupérer son énergie, c'est comme remettre du carburant dans le réservoir pour pouvoir, le moment venu, décoller. Et la troisième raison? La troisième est plus pragmatique si on veut, c'est d'éviter la douleur d'une transformation future. Le texte utilise une phrase assez forte, passer par le feu, pour décrire une transition à venir qui pourrait être très difficile pour ceux qui ne sont pas préparés.
La libération est donc aussi une forme d'assurance, une préparation pour un événement cosmique présenté comme imminent. Ça semble être un parcours solitaire et extrêmement exigeant. Est-ce que l'individu est seul face à ce système colossal ou est-ce qu'on parle d'aide, d'alliés? Non, et c'est un point important, l'individu n'est pas seul. Le texte décrit plusieurs formes d'aide, d'abord des aides externes. Et c'est là qu'on entre dans des concepts assez surprenants. La source nomme spécifiquement des entités comme les Végaliens et les Arcturiens. Attendez. Les Végaliens, les Arcturiens, on bascule complètement dans la science-fiction là. Comment ils sont présentés? Comme des sortes d'anges gardiens extraterrestres. C'est à peu près ça. Ils sont présentés comme des forces bienveillantes, des races plus évoluées, qui assisteraient l'humanité dans son processus de libération, mais sans intervenir directement pour ne pas violer le libre arbitre. Leur aide serait plus subtile. Inspiration, protection, transmission d'informations à ceux qui sont prêts. Le texte mentionne aussi, de manière plus classique, des guides spirituels et des êtres de lumière. D'accord. Pour les aides externes et en interne. Quels sont les outils à notre disposition? Le texte met l'accent sur plusieurs pratiques. Le silence et la visualisation sont décrits comme des moyens de couper le bruit de la matrice et de se reconnecter à l'énergie universelle. Ensuite, il y a la pratique active de l'amour et de la compassion. C'est présenté comme un outil très puissant pour élever sa vibration. L'idée, c'est que la matrice fonctionne sur des fréquences de peur. En cultivant l'amour, on deviendrait incompatible avec le système, comme une radio qui n'est plus sur la bonne fréquence. Et enfin, la recherche de la sagesse, de la connaissance des lois universelles. Pourtant, malgré toutes ces aides, ce qui ressort, c'est que la responsabilité finale semble toujours être individuelle. Au final, si on ne fait pas le travail soi-même, rien ne se passe. C'est ça? C'est absolument central. Le texte martèle ce point. La première responsabilité, c'est de prendre conscience de son propre rôle dans le maintien du système. Chaque fois qu'on cède à la peur, à la colère, on nourrit la matrice. Il faut donc d'abord cesser d'être une source d'énergie docile. Ensuite, prendre la responsabilité de sa propre libération. Personne ne peut le faire à notre place. Et enfin, le texte insiste sur l'idée d'agir comme un créateur conscient de sa réalité. Et il y a un dernier élément qui vient ajouter une couche de pression, une notion d'urgence. Le document parle de la fin des temps. Oui, ce contexte temporel est crucial. Il affirme que la fin des temps est proche. Mais ce n'est pas une vision d'apocalypse destructrice à la Hollywood, c'est plutôt la fin d'un grand cycle cosmique. Et dans cette perspective, la matrice elle-même serait en train de s'affaiblir, de s'effondrer. Donc, ce n'est pas une apocalypse de fin du monde, mais plutôt une fin de bail pour la matrice, une sorte de fenêtre de tir pour s'échapper pendant que les murs se fissurent. C'est une excellente analogie. L'époque actuelle est présentée comme un moment décisif, une opportunité unique pour se libérer plus facilement que jamais. L'urgence vient du fait que cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. D'où l'appel constant à se réveiller et à se préparer maintenant. Mais au milieu de cette urgence et de cette vision assez anxiogène, il y a quand même un message d'espoir qui traverse tout le texte, n'est-ce pas? Au contraire, malgré la noirceur de la description, le message final est profondément optimiste. Le texte répète que la libération est possible pour quiconque choisit cette voie. Il rappelle que l'aide est disponible et la conclusion, c'est une affirmation de foi dans le pouvoir de l'individu. La lumière et l'amour peuvent vaincre les ténèbres et la peur. C'est un appel à l'action fondé sur l'espoir. Alors, que retenir de tout ça? Si on essaye de synthétiser, on a bien plus qu'une simple théorie du complot. C'est une réécriture complète de la biologie humaine, avec 2 espèces, et de la physique des émotions, où la peur devient une ressource tangible. Face à cette matrice, un chemin de libération très exigeant est proposé, basé sur la conscience, la maîtrise de soi, et un changement radical de priorité. Exactement. Le message central est un appel à l'éveil et à la responsabilité individuelle. Il ne s'agit pas de croire passivement, mais de s'engager activement dans un processus de transformation. Le texte demande un renversement complet des valeurs. Ce qui est important dans notre société, carrière, argent, statut, est présenté comme une distraction. La seule chose qui compte vraiment, c'est la conservation de son énergie vitale et l'élévation de sa conscience pour se préparer à ce fameux retour dans l'incréé. Pour finir, une pensée à laisser mûrir. Le texte suggère que la peur et le stress sont des outils de contrôle. Sans adhérer à toute la cosmologie, on peut se poser une question qui en découle. Quelle place ces émotions occupent-elles vraiment dans nos vies?
Sont-elles de simples réactions inévitables ou des habitudes qu'on entretient? Et quel serait l'effet si, juste pour voir, on faisait le choix conscient de moins les nourrir et de cultiver activement leurs opposés, ce que le texte nomme simplement l'amour et la compassion?